Anna Schneider voyageait dans le train pour Munich, ressentant une joie sereine, ce genre de sentiment qui fleurit lorsqu'on est sur le point de réaliser le rêve d'une autre personne. Pour les autres passagers, elle n'était qu'une femme d'une quarantaine d'années, habillée d'un manteau en laine confortable et de pantalons simples, les cheveux relevés en un chignon sans prétention. Personne n'aurait deviné que cette figure, avec un livre de poche à la main et un sourire discret sur les lèvres, était l'architecte de l'une des plus grandes fondations caritatives d'Europe, une femme dont la fortune silencieuse était aussi vaste que son aversion pour l'ostentation. Elle vivait selon une philosophie simple. La valeur d'une vie ne se mesurait pas à ce qu'on accumulait, mais à ce qu'on partageait. Et aujourd'hui, elle s'apprêtait à partager un morceau de bonheur pur. La destination était une concessionnaire de voitures de luxe, un endroit qu'Anna éviterait normalement. Mais le cadeau n'était pas pour elle. C'était pour Clara, sa petite sœur, une artiste qui voyait la beauté dans tout, sauf dans les biens matériels. Cependant, depuis l'enfance, Clara nourrissait un amour platonique pour un type spécifique de voiture, une admiration purement esthétique pour ses courbes et la promesse de liberté. Et Anna avait découvert qu'une édition limitée, d'une teinte que Clara elle-même décrirait comme bleu minuit, était exposée à Munich. L'éclat dans les yeux d'Anna s'intensifiait, rien qu'à imaginer l'expression de choc et de joie sur le visage de sa sœur. Ce n'était pas une question de prix, ça ne l'avait jamais été. C'était une question de geste, de transformer un fantasme d'enfance en une réalité tangible. En descendant à la station, l'air de Munich semblait plus électrique, chargé de promesses. Anna marchait dans les rues élégantes, passant devant des vitrines exhibant des bijoux et des montres coûtant plus que des maisons, se sentant comme une observatrice dans un monde qui n'était pas le sien. Enfin, elle aperçut sa destination. La concession était moins un bâtiment qu'une sculpture. Un temple de verre et d'acier poli qui s'élevait majestueusement au coin de la rue, abritant à l'intérieur des machines scintillantes qui semblaient être des prédateurs endormis. Chaque voiture, parfaitement éclairée, était une promesse de statut et de pouvoir. Pour Anna, c'était un univers froid, mais à l'intérieur de cet aquarium de luxe se trouvait le rêve bleu de sa sœur. Elle s'arrêta un instant sur le trottoir, ressentant le contraste entre son monde intérieur, plein d'affection et de but, et le monde extérieur de ce magasin qui semblait évaluer chaque passant selon sa valeur monétaire. Prenant une profonde inspiration, elle ajusta son manteau non par vanité, mais comme quelqu'un qui se prépare pour une mission. Avec le visage de Clara en tête, elle marcha d'un pas ferme et poussa la lourde porte en verre, sentant l'air conditionné froid et le silence imposant du lieu l'envelopper complètement. Le silence fut la première chose qui la frappa, un silence dense, cher, qui absorbait le son de la ville et le remplaçait par l'odeur du cuir neuf et de la cire à polir. L'air était froid et stérile, et les lumières chirurgicales suspendues au plafond très haut faisaient briller chaque voiture comme une joyau intouchable. Au centre de ce panthéon de métal et de verre se tenait Klaus Bergmann. Il ne vendait pas de voitures, il guérissait une galerie de trophées pour les vainqueurs de la vie. De sa position, il observait l'entrée. Son regard entraîné à identifier en quelques secondes le poids d'un portefeuille par la coupe d'un costume ou par l'éclat d'une montre. Ses pensées étaient un calcul constant entre le temps et la commission. Lorsque ses yeux se posèrent sur Anna, son cerveau enregistra une série de négations. Le manteau en laine, pratique, mais sans marque. Les chaussures, confortables pour marcher, pas pour défiler. Le sac en cuir simple, sans le monogramme qui criait pouvoir d'achat. En moins de 3 secondes, le verdict fut rendu. Curieuse. Une perdue, peut-être à la recherche d'un abri contre la pluie qui menaçait de tomber, ou simplement quelqu'un qui voulait rêver éveillé pendant quelques minutes avant d'être délicatement invité à se retirer. Une vague d'irritation parcourut Bergmann. Temps perdu. Il se déplaça, non avec la hâte enthousiaste qu'il réservait aux clients qualifiés, mais avec une calme délibérée, celle d'un gardien de musée s'approchant de quelqu'un qui s'était trop approché d'une œuvre d'art. « Bonjour », dit-il, la voix étant un vernis de politesse sur un bois d'impatience. Le sourire sur son visage n'atteignait pas ses yeux, qui restaient froids et analytiques. « Puis-je vous aider ?» Avant qu'Anna puisse répondre, avant qu'elle puisse même mentionner le coupé bleu nuit qu'il avait amené ici, il l'interrompit d'un geste de main paternaliste. « Je comprends. Le salon principal peut être un peu intimidant. Il y a beaucoup d'options. » La confusion initiale d'Anna, la joie de sa mission, commença à se dissiper, remplacée par une froideur qui ne venait pas de la climatisation. Elle sentit le poids de son regard, un regard qui ne la voyait pas, mais qui la mesurait et la rejetait. Avec une subtilité cruelle, Bergmann commença à la guider, non avec des mots, mais avec sa posture, s'éloignant des modèles en édition limitée et marchant vers une zone moins éclairée à l'arrière.
Chaque pas qu'il faisait était un pas qui la diminuait. Le cœur d'Anna, qui battait auparavant avec l'excitation du moment présent, battait maintenant avec la douloureuse prise de conscience de ce préjugé. Lorsqu'ils arrivèrent à une modeste sélection de véhicules d'occasion, Bergman s'arrêta et se tourna vers elle, sa tâche de filtrage accomplie. Il ouvrit les bras dans un geste qui prétendait à la générosité, mais qui était en réalité un acte de confinement. Vous trouverez certainement quelque chose de plus approprié par ici. N'hésitez pas. Et sur ce, il lui tourna le dos, la laissant seule, l'écho du mot approprié flottant dans l'air comme une insulte silencieuse. Pendant un long moment, Anna resta immobile, l'odeur des voitures anciennes et du polissage bon marché emplissant l'air autour d'elle. L'humiliation initiale, aiguë et froide, laissa place à une braise de détermination. Elle n'était pas une feuille au vent à être soufflée vers des coins oubliés. Ce présent signifiait quelque chose, et sa dignité aussi. Redressant les épaules, elle se retourna et marcha de nouveau vers l'éclat éblouissant du hall principal. Ses pas maintenant silencieux, mais fermes. Elle trouva Klaus Bergman admirant son propre reflet sur le capot d'une décapotable rouge. Il se tourna en l'entendant s'approcher, et l'irritation sur son visage était indéniable. « Oui » demanda-t-il, le ton sec comme de la poussière. Anna le fixa directement, sa voix calme, mais inébranlable. « Je crois qu'il y a eu une erreur. Je ne suis pas intéressé par les voitures d'occasion. Je suis venu spécifiquement pour voir le nouveau coupé en édition limitée, le bleu nuit. » Bergman poussa un soupir, un son théâtral d'épuisement, comme s'il avait affaire avec l'enfant le plus têtu. L'incrédulité dans son esprit était sincère. Comment cette femme simple osait-elle insister? Il décida de mettre fin à la conversation une bonne fois pour toutes. « Madame, dit-il, traînant le mot avec condescendance, comme j'aurais dû mieux expliquer, c'est une voiture pour collectionneurs. Pour éviter l'usure, nous ne la montrons qu'aux clients ayant un historique d'achat et évidemment sur rendez-vous. C'est une procédure standard pour protéger l'actif. » Le mensonge sortit aussi lisse et poli que les voitures autour d'eux. Au moment précis où le mot « actif » quitta ses lèvres, la cloche de la porte d'entrée retentit, et un couple entra bruyamment. Lui, avec une montre en or qui capturait la lumière sous tous les angles, elle enveloppée dans un parfum cher et des rires éclatants. La transformation de Bergman fut instantanée et terrifiante. La moue d'ennui se transforma en un large sourire servile. Sa posture, auparavant rigide et défensive, devint ouverte et accueillante. « Dr Schmidt, quelle merveilleuse surprise !» s'exclama-t-il, glissant vers eux et ignorant complètement la présence d'Anna. « On m'a dit que vous avez une nouvelle perle ici, Klaus, » dit l'homme. « Le coupé bleu. » Bergman rit comme s'ils avaient à partager la meilleure des blagues. « Vous avez un flair pour l'exclusivité. S'il vous plaît, suivez-moi. Vous serez les premiers à le voir aujourd'hui. » D'où elle était paralysée, Anna observa la scène avec une clarté douloureuse. Bergman les conduisit jusqu'à une plateforme recouverte d'un drap de soie noire, la même voiture qui, quelques secondes auparavant, nécessitait un rendez-vous. D'un geste théâtral, il tira le tissu, révélant le coupé. La peinture bleu nuit scintilla sous les lumières, profonde et magnifique, exactement comme elle l'avait imaginé. L'hypocrisie était si criante qu'elle en devenait surréaliste. Elle devint invisible, un spectateur indésirable dans le théâtre de la flatterie. Après quelques minutes, Bergman remarqua qu'elle était toujours là, observant. Le sourire sur son visage disparut comme une lumière qui s'éteint. Il s'excusa auprès du couple et marcha vers Anna, son visage une masque de colère contenue. Il se pencha, sa voix un sifflement bas et tranchant. « Je n'ai pas été assez clair. Je suis occupé avec des clients sérieux. Vous avez déjà gaspillé mon temps et le vôtre. S'il vous plaît, retirez-vous. » Les mots de Bergman, prononcés comme un verdict final, flottèrent dans l'air un instant. Derrière lui, Anna pouvait entendre le rire du couple riche, un son qui semblait se moquer de sa propre existence dans cet espace. La douleur de l'humiliation était aiguë, une piqûre physique dans la poitrine. Mais juste en dessous de la douleur, il y avait une base d'acier qu'une vie entière de discrétion et de force intérieure avait construite. Cet homme ne l'avait pas insulté. Il avait insulté les principes fondamentaux de respect et de dignité. La tristesse se transforma en une clarté froide et précise. Elle ne sortirait pas de là en tant que victime. Avec un calme qui contrastait violemment avec la tempête dans sa poitrine, Anna se retourna, ignorant le coupé bleu et son gardien arrogant, et marcha directement vers la réception principale. La jeune femme derrière le comptoir en marbre, qui avait tout vu, lui offrit un sourire nerveux. « Je souhaite parler au propriétaire, monsieur Richard Meyer, » dit Anna, sa voix dépourvue de tremblement. La réceptionniste hésita, le protocole luttant contre la scène qu'elle venait de voir. « Monsieur Meyer est en réunion.
Peut-être que M. Bergman, notre directeur, pourrait... Anna l'interrompit, non pas avec grossièreté, mais avec une fermeté inébranlable. C'est précisément au sujet du comportement de M. Bergman que je dois parler, je peux attendre. Elle ne s'assit pas. Elle resta simplement debout, sa présence silencieuse et expectante, devenant plus bruyante que n'importe quel cri. La réceptionniste, visiblement mal à l'aise sous ce regard calme, prit le téléphone. Le bureau de Richard Meyer était comme lui, cher, poli et isolé du monde extérieur. Il l'accueillit avec une politesse professionnelle, mais ses yeux révélaient un homme qui voyait son temps comme son bien le plus précieux. Il écouta l'histoire d'Anna qui fut racontée sans émotion, comme un rapport de fait. Elle décrivit le mépris, le mensonge sur l'heure convenue et l'hypocrisie flagrante qui suivit. Meyer écoutait, ses doigts tapotant doucement sur son bureau en acajou. Dans son esprit, une balance se formait. D'un côté, le récit de cette femme inconnue, de l'autre, Klaus Bergman, son vendeur le plus implacable et lucratif, l'homme qui dépassait les objectifs de vente chaque trimestre. La décision pour un pragmatique comme Meyer était simple. Il ferait confiance à son employé vedette. Lorsqu'Anna eut terminé, il joignit les mains, son visage une masque de préoccupation feinte. « Madame, je suis profondément désolé pour votre expérience. Cela ne reflète pas nos standards. Je vous assure que j'irai enquêter sur ce qui s'est passé et avoir une conversation sérieuse avec M. Bergman. » Les mots étaient un baume corporatif, conçu pour apaiser et écarter. Anna réalisa instantanément le manque de poids derrière eux. Elle hocha lentement la tête. « Je vous remercie de votre temps, Monsieur Meyer. » Elle se leva et sortit du bureau, traversa le hall silencieux et poussa la porte en verre vers le monde extérieur. L'air gris de Munich remplit ses poumons. Elle ne se sentait pas vaincue, elle se sentait comme quelqu'un qui venait d'allumer une mèche. Il n'y avait aucune certitude sur ce qui se passerait lorsque la flamme atteindrait la fin, mais elle savait, avec une profonde certitude, que le silence de ce matin était sur le point d'être brisé par un tonnerre. Le matin suivant naquit avec la même arrogance que la veille. À l'intérieur de la concession, la lumière du soleil créait de longues bandes brillantes sur le sol en marbre, et Klaus Bergman était dans son élément. Il circulait dans le hall, un général inspectant ses troupes, offrant des conseils à un vendeur plus jeune. Richard Meyer lui avait donné un avertissement léger l'après-midi précédent, une formalité que Bergman rejeta comme un bourdonnement de moustiques. « Il faut filtrer, mon cher », disait-il à son collègue, avec un sourire de supériorité. « Notre temps est notre bien le plus précieux. Nous ne pouvons pas le gaspiller avec des rêveurs et des touristes. » Il se sentait invincible, le roi dans son château de verre. C'est alors qu'une ombre tomba sur l'entrée. Ce n'était pas un nuage passager, c'était une voiture, une forteresse noire et silencieuse qui glissa jusqu'à l'avant du magasin avec l'absence de son d'un prédateur. Une Maybach. Ce n'était pas seulement un véhicule, c'était une déclaration de pouvoir si absolue qu'elle semblait absorber la lumière elle-même autour d'elle. Les conversations dans le hall s'éteignirent. Le vendeur junior déglutit. Bergman lui-même ressentit un frisson involontaire, un instinct primitif qui reconnaissait un pouvoir d'un ordre supérieur. La porte du conducteur ne s'ouvrit pas. Au lieu de cela, un homme en uniforme impeccable sorti du côté passager, marcha avec une efficacité silencieuse et ouvrit la porte arrière, créant un petit rituel de déférence qui attira l'attention de tous. De l'intérieur de la voiture, Markus Schneider émergea. Il n'était pas grand ni imposant de manière évidente. Son autorité ne venait pas du volume, mais de la densité. Il portait un costume à la coupe parfaite, d'un gris charbon qui ne criait pas pour attirer l'attention, mais la commandait. Ses chaussures en cuir brillaient d'un éclat discret, et son regard était calme, analytique et lourd. Il entra dans la concession, et le silence, qui auparavant n'était qu'une absence de son, devint une présence palpable et tendue. Richard Meyer, sentant le changement abrupt dans l'atmosphère de son fief, sortit de son bureau, le visage un mélange de curiosité et d'appréhension. Markus ne se pressa pas. Ses yeux balayèrent le hall, passant devant les voitures multimillionnaires, comme si elles n'étaient que de simples obstacles. Son regard passa par la réceptionniste, par le vendeur junior, et finalement se posa, avec la précision d'un laser, sur Klaus Bergman, qui était maintenant aux côtés de son patron, Richard Meyer. Les deux hommes, le vendeur et le propriétaire, semblaient soudainement plus petits, moins significatifs. Markus s'arrêta à une distance respectueuse, mais dominante, et laissa le silence s'étirer d'une seconde de plus, les forçant à ressentir le poids total de ce moment. Puis, il parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha l'air et résonna dans le cœur de chaque personne présente, claire, calme et chargée d'une tempête imminente. « Bonjour, je crois que vous avez rencontré ma femme, Anna, hier.
La matinée suivante naquit avec la même arrogance que la veille, baignant la salle d'exposition dans une lumière froide et présomptueuse. Au centre de son univers de chrome et de verre, Klaus Bergman instruisait un vendeur junior, un jeune homme nommé Léo, dont les yeux contenaient encore une lueur d'idéalisme que Bergman s'efforçait d'éteindre. Le secret, Léo, ce n'est pas de vendre à tout le monde. C'est de vendre aux bonnes personnes, il proclamait en gesticulant vers un cabriolet étincelant. Nous sommes les gardiens de la marque, les protecteurs d'un rêve. Et les rêves ont un prix. Nous ne pouvons pas permettre à notre salle d'exposition de devenir une attraction touristique. La réprimande de Richard Mayer l'après-midi précédent avait été si douce, si dépourvue de conviction, qu'elle avait servi uniquement à gonfler l'ego de Bergman. Il se sentait justifié. « Car nous avons eu un exemple classique, continua-t-il, un sourire de mépris sur les lèvres. Une dame sympathique, mais complètement hors de son élément. Si vous cédez à un, vous ouvrez la porte à tous. Il faut être ferme. » Léo acquiesça, mais un malaise s'installa dans son estomac. Il y avait quelque chose dans la cruauté désinvolte de son manager qui le dégoûtait. Ce que Bergman ne savait pas, c'est que la nuit précédente avait été longue chez les Schneider. Anna rentra chez elle non pas en colère, mais avec une couche de tristesse silencieuse que Marcus, son mari, connaissait trop bien. C'était la déception face à la mesquinerie du monde, une blessure que l'argent ne pouvait guérir. Devant sa question inquiète, elle relata les événements de la journée de manière objective, sans larmes ni drame, comme si elle décrivait une scène d'un livre. Mais Marcus voyait au-delà des faits. Il voyait l'humiliation subtile, la dignité de sa femme piétinée par un préjugé banal et odieux. Pendant qu'Anna parlait, la main de Marcus, qui reposait sur la table, se ferma lentement en un poing serré. Son visage, habituellement chaleureux et ouvert, devint un masque de colère froide et concentrée. Il ne dit rien cette nuit-là, il la consola simplement. Mais la décision avait déjà été prise. Ce ne serait pas une explosion de colère, mais une leçon. Une leçon sur le véritable sens du pouvoir et de la valeur, et elle serait dispensée personnellement. Et maintenant, la leçon arrivait. Elle arrivait sous la forme d'un monolithe noir et poli qui glissa dans la rue et s'arrêta devant la concession avec un silence surnaturel. Une Maybach. Sa peinture était si profonde qu'elle semblait avaler la lumière, sa présence si imposante que les autres voitures dans la rue semblaient de simples jouets. Les piétons s'arrêtèrent pour regarder, non pas une voiture, mais un phénomène. Depuis le siège passager, un homme en uniforme impeccable, Heinrich, émergea avec une efficacité robotique. Il contourna le véhicule et ouvrit la porte arrière d'un geste qui était à la fois un acte de service et une démonstration de pouvoir. De ce portail sombre, Marcus Schneider apparut. Il s'arrêta un instant sur le trottoir, et à travers ses yeux, le narrateur pouvait voir ce qu'il voyait. Non pas une boutique de luxe, mais une scène. Il vit l'arrogance dans la posture de Bergman, le nervosité du vendeur le plus jeune, l'opulence calculée pour intimider et sélectionner. Et il ressentit une vague de mépris glacé. En entrant, le son de ses chaussures en cuir sur le marbre était le seul bruit dans le hall soudainement silencieux. Chaque pas était délibéré, rythmique, un tambour marchant vers le centre du pouvoir de ce petit royaume. Richard Mayer, alerté par ses instincts d'homme d'affaires flairant une opportunité colossale, sortit précipitamment de son bureau, le visage façonné en un sourire de bienvenue. Lui et Bergman se postèrent ensemble, une façade unie d'hospitalité commerciale. Marcus avança jusqu'à s'arrêter à quelques mètres d'eux. Il ne parla pas immédiatement. D'abord, son regard balaya l'environnement, s'attardant une fraction de seconde sur le coupé bleu nuit, encore en exposition. Puis son regard se tourna vers les deux hommes. Il ajusta le poignet de sa chemise, un geste minimal, mais qui étira le silence à un point de rupture. Bergman et Mayer sentirent des gouttes de sueur se former sur leur front. Cet homme n'était pas là pour acheter, il était là pour réclamer. Enfin, après une éternité contenue en secondes, Marcus Schneider fixa son regard directement sur Klaus Bergman et sa voix, calme, claire et aussi lourde qu'une pierre tombale, résonna dans le hall. « Bonjour, je crois que vous avez rencontré ma femme Anna hier. » La phrase de Marcus Schneider tomba dans le silence du hall comme une pierre dans un lac gelé, brisant la surface de normalité et révélant les profondeurs sombres en dessous. Le visage de Klaus Bergman traversa une agonisante succession de transformations. D'abord la confusion, puis un éclair de déni, tandis que son cerveau refusait de relier la figure puissante devant lui à la femme insignifiante qu'il avait écartée avec tant de mépris la veille. Enfin, lorsque la connexion se solidifia, le sang se drainait de son visage, laissant derrière lui un masque pâle de pure et absolue terreur. Il ouvrit la bouche, mais seul un son étouffé s'échappa. « Votre épouse ». Richard Mayer, en revanche,
réagit avec la rapidité d'un prédateur sentant l'odeur du sang, le sien. Son esprit d'affaires, aiguisé et calculateur, s'emballa. La plainte de la femme, l'arrivée de cet homme, le Maybach dehors, les pièces s'assemblèrent avec une clarté catastrophique. Un nœud de panique et de fureur se forma dans son estomac. Il lança un regard à Bergman, un regard qui contenait une promesse d'anéantissement. « Oui !» continua Marcus, sa voix gardant un ton dangereusement calme, ce qui la rendait encore plus menaçante. « Anna Schneider. Elle m'a parlé de la visite. Elle a raconté comment elle a été jugée, mesurée et considérée comme inadaptée à respirer le même air que vos nouvelles voitures. » Il fit un pas en avant et le monde sembla se rétrécir autour des trois hommes. « Voyez, monsieur Bergman, vous avez commis une erreur d'évaluation fondamentale. Vous êtes un expert en évaluation du crédit d'un client, mais vous avez échoué à évaluer la valeur d'un être humain. Vous avez regardé ma femme et vu des vêtements simples. Permettez-moi de vous dire ce que vous n'avez pas vu. » Marcus marqua une pause, permettant au poids de ses prochaines paroles de s'accumuler. « Vous n'avez pas vu la fondatrice et la force motrice derrière la fondation Schneider pour l'enfance. Une femme qui, au cours des 10 dernières années, a travaillé sans relâche pour lever plus de 50 millions d'euros afin de construire et d'entretenir des installations de pointe pour les enfants ayant des handicaps graves. Vous n'avez pas vu la femme qui passe ses nuits à lire des propositions de thérapie et ses week-ends à tenir la main d'enfants que la société préfère oublier. La femme que vous avez renvoyée au rayon des occasions est la même femme dont le nom figure sur les plaques des hôpitaux et des centres de réhabilitation. » Un soupir collectif sembla parcourir la salle. Le jeune Léo regardait Bergman avec un mélange d'horreur et de fascination. Meyer ressentit une vague de nausée. Ce n'était plus une simple vente perdue. C'était un désastre de relations publiques en attente de se produire. « Monsieur Schneider, intervint-il, la voix tremblante, essayant désespérément de reprendre le contrôle. C'est inexcusable, une erreur grotesque. Au nom de toute la concession, je présente mes plus profondes et sincères excuses. Des mesures seront prises, je vous le garantis. » Marcus leva une main, et le flot de paroles de Meyer cessa instantanément. Des mesures, oh, sans aucun doute. Mais d'abord, laissez-moi conclure l'évaluation des dommages. Ses yeux, froids comme l'acier, se tournèrent vers Bergman qui semblait avoir vieilli d'une décennie en quelques minutes. Anna n'est pas venue ici hier simplement pour acheter un cadeau pour sa sœur. C'était un test. Voyez, nous sommes en train de renouveler l'ensemble de la flotte exécutive de mon entreprise. 7 berlines, du modèle le plus cher que vous avez. De plus, notre collection personnelle a besoin d'une mise à jour. Le coupé bleu nuit serait le premier de nombreux. Nous étions prêts à conclure un accord multimillionnaire, mais Anna, dans sa sagesse, insiste pour que nous ne faisons affaire qu'avec des partenaires qui démontrent intégrité et caractère. Elle est venue personnellement et de manière anonyme pour sentir l'âme de cet endroit. Le silence qui suivit fut le bruit de millions d'euros se transformant en fumée. Meyer se sentit comme s'il avait reçu un coup au ventre. Il pouvait visualiser les graphiques de vente s'effondrant, les primes annuelles s'évaporant, les conversations difficiles avec la maison mère en Allemagne. Toute sa fureur était maintenant concentrée sur un seul point, l'homme tremblant à ses côtés, son vendeur vedette, qui par une simple démonstration d'arrogance avait coulé le navire. Marcus porta le coup final. « Ma femme voulait vous confier notre affaire. En échange, vous lui avez donné votre mépris. Elle n'a pas été traitée comme une cliente, mais comme une contamination. Alors oui, monsieur Meyer, des actions seront prises, mais elles seront les nôtres. » Il regarda Bergman une dernière fois, son visage dépourvu de toute émotion, sauf d'un mépris glacial. « Félicitations pour votre jugement, monsieur Bergman. Vous avez regardé l'une des âmes les plus précieuses que j'ai jamais connues, et vous n'avez rien vu. Votre commission sur ce « rien » est précisément 0. » Sur ces mots, Marcus Schneider se retourna, son dos droit comme une démonstration de pouvoir final, et marcha hors de la concession, laissant derrière lui un profond silence, seulement interrompu par le son de la respiration haletante d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait détruit son propre monde. Le départ de Marcus Schneider laissa un vide qui fut rapidement comblé par une fureur glacée. Dans le silence assourdissant de la salle, Richard Meyer saisit le bras de Bergman avec une force qui le fit trembler et l'entraîna vers son bureau. La porte se ferma avec un déclic qui résonna comme une sentence. Il n'y eut pas de cris. Les cris auraient été une miséricorde. Au lieu de cela, la voix de Meyer était un murmure venimeux, chaque mot une poignante. « Vous n'avez pas seulement perdu une vente, espèce d'imbécile, » siffla-t-il, le visage à quelques centimètres de celui de Bergman. « Vous avez craché au visage de l'une des familles les plus influentes et respectées du pays. Vous avez transformé ma concession, le travail de ma vie,
en un symbole de préjugés et d'arrogance. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Bergman, pâle et tremblant, ne put articuler un seul mot de défense. L'appel du bureau de Marcus Schneider arriva 2 heures plus tard. Ce n'était pas une demande de démission pour Bergman. Ce que les Schneider voulaient était plus complexe et pour Bergman infiniment pire. C'était une forme de justice poétique. Les conditions étaient claires et non négociables. Tout d'abord, Klaus Bergman devait travailler, en tant que bénévole et dans une fonction de service, au prochain événement de gala de la Fondation Schneider. Il ne serait pas un invité, il serait l'aide. Ensuite, la concession Meyer devait engager à ses propres frais un cabinet de conseil spécialisé pour mettre en œuvre un programme de formation obligatoire et complet sur le préjugé inconscient pour tout le personnel, de la réception à la direction. Meyer, acculé et voyant cela comme sa seule et mince chance de sauver sa réputation, accepta tout. Pour Bergman, il n'y avait pas de choix. C'était sa pénitence. Un mois passa. Un mois durant lequel Bergman vécut sous le regard de mépris de ses collègues et le silence glacial de son patron. Puis, la nuit du gala arriva. La salle de fête n'avait rien en commun avec le temple froid et stérile qu'il connaissait. L'environnement était baigné d'une lumière dorée et chaude, remplie de rires authentiques, de musique douce d'un quatuor à cordes et d'une vague d'émotions palpables. Au lieu de voitures sur des piédestaux, il y avait de grands panneaux avec des photos souriantes d'enfants. Au lieu de l'odeur de cire et de cuir, il y avait le parfum de fleurs fraîches et de bonne nourriture. Bergman, mal à l'aise dans son costume maintenant recouvert d'un simple tablier noir, se sentait comme un fantôme. Sa tâche était de garder les flûtes de champagne pleines et de retirer les assiettes vides. De son poste de serviteur, il observait. Il vit Anna Schneider, la femme qu'il avait jugée indigne, se déplacer dans la salle. Elle ne marchait pas avec l'arrogance des riches qu'il flattait tant. Elle flottait avec une grâce authentique, embrassant des parents reconnaissants, s'agenouillant pour parler aux enfants, son sourire étant une source de lumière. Il vit Marcus à ses côtés, non pas comme un vengeur en armure, mais comme un mari fier, dont le regard sur sa femme était d'une profonde admiration. De grands écrans diffusèrent de courtes vidéos. Une fille en fauteuil roulant apprenant à peindre avec les mains, un garçon faisant ses premiers pas avec l'aide de jambes prothétiques de dernière génération, tous bénéficiaires directs de la fondation. Pour la première fois de sa vie, Bergman fut contraint de confronter la véritable signification de la valeur. Sa métrique de succès, basée sur des commissions et des primes, semblait soudain pathétique, une illusion vide. La honte qu'il ressentait était une brûlure lente et profonde, purificatrice dans son agonie. À la fin de la nuit, après le discours émouvant d'Anna, Bergman vit une opportunité. Elle se tenait près d'un balcon, un moment seul, regardant les lumières de la ville. Le cœur battant à tout rompre, il s'approcha, non pas comme le directeur des ventes confiant, mais comme un pèlerin repentant. « Madame Schneider », dit-il, la voix rauque. Anna se retourna, et sur son visage il n'y avait ni triomphe ni mépris, juste une calme curiosité. Il prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de m'excuser. Ce que j'ai fait ce jour-là était impardonnable. Je n'ai pas vu une cliente. Je n'ai pas vu une personne. J'ai vu un ensemble de vêtements et j'ai porté un jugement dégoûtant, venant du pire endroit de mon âme. J'étais aveugle. » Sa voix faillit. Aveugle par l'arrogance et par une idée complètement déformée de ce que cela signifie avoir de la valeur. Ce soir, j'ai vu ce qu'est la vraie valeur. Et je suis désolé. Du fond de mon cœur, je suis désolé. Les larmes qu'il n'a pas pu contenir n'étaient pas de l'autopitié, mais d'une sincérité brute et douloureuse. Anna l'écouta en silence, son regard ne vacillant jamais. Et quand il eut fini, un léger sourire effleura ses lèvres. Anna Schneider écouta, son visage serein baigné par la douce lumière du balcon. Lorsque les larmes de Bergman s'arrêtèrent, ne laissant que la brutalité de sa confession dans l'air, elle lui offrit un sourire qui ne contenait pas de pitié, mais une profonde et sereine compréhension. « La rédemption n'est pas dans mes mots, monsieur Bergman, » dit-elle, d'une voix douce mais ferme. « Elle a déjà eu lieu en vous. Le pardon le plus difficile et celui qui compte vraiment est celui que nous nous accordons lorsque nous comprenons enfin notre erreur. La leçon la plus précieuse n'est pas celle qui nous humilie, mais celle qui nous transforme. » Ces mots n'étaient pas une absolution, mais une reconnaissance du chemin douloureux qu'il avait parcouru cette nuit-là. Pour Bergman, c'était comme si une porte s'ouvrait dans une pièce qu'il pensait fermée à jamais. À ce moment précis, Marcus Schneider s'approcha, ayant observé la scène à distance. Il y avait une compréhension silencieuse entre lui et sa femme. Il vit sur son visage que la sincérité de Bergman était authentique. Richard Meyer, qui flottait nerveusement à quelques mètres,
s'approcha également, le visage une masque d'anxiété, désespéré de connaître le verdict final. Marcus s'adressa d'abord à Meyer, son ton désormais purement professionnel. « Monsieur Meyer, après un examen attentif et sur la base de certaines démonstrations de changement culturel, nous avons décidé de procéder à l'acquisition de la flotte pour notre entreprise. » Un soupir de soulagement presque audible s'échappa de Meyer. Ses épaules, qui étaient tendues depuis un mois, se détendirent visiblement. Il ouvrit la bouche pour exprimer une cascade de remerciements, mais Marcus leva la main pour l'arrêter, son regard passant de Meyer à un Klaus Bergmann complètement ahuri. « Cependant, » continua Marcus, « nous avons une condition finale, une condition non négociable. » La tension retourna dans l'air, plus épaisse que jamais. Bergmann se raidit, attendant un dernier coup, une clause finale d'humiliation. Marcus regarda directement dans les yeux de Bergmann, et ce qui suivit fut le choc le plus profond de tous. « Nous voulons que vous, monsieur Bergmann, et lui seul, supervisiez personnellement toute la transaction, de la personnalisation de chaque véhicule à la livraison finale. » Le silence qui s'installa fut absolu. Meyer regardait de Marcus à Bergmann comme s'il avait entendu une langue étrangère. Bergmann lui-même était stupéfait, son esprit incapable de traiter l'ampleur de ces mots. Confiance, responsabilité, une seconde chance d'une ampleur qu'il n'aurait jamais pu concevoir dans ses rêves les plus fous. Il regarda Marcus, cherchant un signe de moquerie, mais ne trouva qu'un sérieux inébranlable. Marcus expliqua, sa voix s'adressant à tous, mais son message étant pour Bergmann. « Nous ne croyons pas à la destruction d'un homme, mais à sa reconstruction. » M. Bergmann a démontré ce soir qu'il a appris la différence cruciale entre le prix d'un objet et la valeur d'une personne. Nous croyons que l'homme qui comprend maintenant cette valeur est le seul qualifié pour gérer une affaire d'une telle importance pour nous. Considérez cela comme votre test final. La confiance n'est pas donnée, elle est gagnée. C'est votre chance de la conquérir. Des larmes revinrent aux yeux de Bergmann, mais cette fois, elles n'étaient pas de honte, mais d'une gratitude si écrasante qu'elle lui coupa le souffle. Il ne pouvait pas parler. Il hocha simplement la tête avec vigueur, un geste qui contenait la promesse d'un homme renaissant. Meyer, quant à lui, fut contraint de témoigner de quelque chose que son monde cynique des affaires permettait rarement. La rédemption n'était pas seulement une idée poétique, mais un puissant outil de transformation, capable de générer des résultats que aucune menace ou punition ne pourrait atteindre. Avec un dernier signe de tête vers Bergmann, Marcus passa son bras autour de la taille d'Anna. « Ne nous déçois pas, » dit-il simplement. Ensemble, le couple se tourna et s'éloigna, laissant derrière eux les deux hommes de la concession, un patron qui venait de recevoir une leçon sur la gestion et l'humanité, et un employé qui avait reçu quelque chose d'infiniment plus précieux qu'une commission millionnaire. Klaus Bergmann resta là, sous les lumières dorées du gala, non plus comme le roi arrogant d'un château de verre, ni comme le serviteur humilié dans une salle de fête. Il était juste un homme dépouillé de sa vieille peau, recevant la rare et merveilleuse opportunité de se reconstruire, cette fois sur une fondation de respect, d'intégrité et la dure leçon que la plus grande valeur que l'on peut reconnaître est celle qui réside, souvent invisible, dans le cœur.